Bienvenue au bulletin, mesdames et messieurs. La Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal offre et dispense des soins palliatifs et des services de qualité à toute personne atteinte de cancer en phase préterminale et qui désire vivre à domicile la dernière étape de sa vie. On a avec nous M. Bérard Riverain, il est le directeur général de l'organisme. M. Riverain, bonjour. Bonjour, M. Pelletier. Votre organisme en est un à but non lucratif et vous offrez toute une gamme de services. Oui, notre organisme va avoir même 45 ans bientôt. En 2018, on aura 45 ans d'existence. On a été créé en 73 et on couvre depuis ce temps les territoires de Montréal et de Laval et depuis 3 ans, une partie du territoire de la Rive-Sud de Montréal avec un C3S du territoire de la Montérégie. Alors oui, on couvre tous les services de soins palliatifs qu'on peut obtenir ou qu'on peut donner par le biais d'une organisation de soins de santé. On travaille beaucoup avec les établissements publics de santé parce que c'est eux, en grande partie, qui réfèrent la clientèle qu'on dessert. Alors, ils nous réfèrent à peu près 95% de toute la clientèle que nous desservons, dont le nombre est à peu près 1400 malades patients par année. Et on donne évidemment toute la gamme de services qu'il faut, autant les services cliniques, les services psychologiques, les services de bénévolat, les services de préposés aux soins d'hygiène, de confort et tout. Mais qui dispense ces services? C'est du personnel infirmier. D'abord, on travaille avec des médecins traitants, des médecins qui couvrent les soins à domicile ou des médecins traitants dans les établissements, dans les CLSC ou les C3S. C'est une équipe d'infirmières, une équipe d'à peu près 25 infirmières et infirmiers qui couvrent les territoires, qui travaille aussi avec des préposés. On a une équipe de préposés aux soins d'hygiène, de confort et d'accompagnement d'à peu près une dizaine de personnes. Et une équipe d'à peu près 70 à 80 bénévoles selon le cas par année qui complète aussi la gamme de services qu'on peut donner sur les territoires. J'imagine que ce sont des bénévoles qui ont une certaine formation aussi. Oui, on exige que les bénévoles, d'abord on recrute nous-mêmes nos bénévoles, on les sélectionne, on les forme et on les accompagne par le biais d'un processus de coaching, si vous me permettez l'expression, pour les rendre vraiment aptes à couvrir les soins les services qu'on leur demande de couvrir. Et c'est des bénévoles qui sont formés, qui sont même formés en cours d'emploi, si vous me permettez l'expression, parce qu'on leur donne des programmes de formation annuels. Ça demande quoi comme qualité de base pour devenir un bon bénévole? Pour devenir un bon bénévole, ça demande premièrement de la disponibilité. Deuxièmement, ça demande de l'empathie, ça demande de la compassion, ça demande une ouverture à cette pratique clinique-là, parce que c'est pas tout le monde qui est habile ou qui est à l'aise à côtoyer la mort, parce qu'on donne des soins palliatifs, donc on donne des soins beaucoup de fin de vie. Et ces gens-là travaillent avec soit avec des accompagnants, des aidants naturels ou même des malades. Alors ça prend une grande forme de compassion, une grande forme de disponibilité, une grande capacité d'écoute. Faut absolument que le jugement soit absent de cette... Que voulez-vous dire? Je veux dire, faut pas que les gens jugent les comportements et des malades et des proches aidants. Faut que ces gens-là, on leur demande d'avoir du jugement et de ne pas juger. Parce que vraiment, ils sont tout le temps dans des situations de proximité avec les malades et avec les proches aidants. Puis c'est pas toujours évident non plus. Parfois, à l'intérieur d'une famille, il y en a qui vont souhaiter le retour à l'hôpital de leur conjoint ou de leurs proches. Il y en a qui vont résister à ça. Alors, on a même parfois, c'est pas les bénévoles qui font ça, c'est plutôt notre personnel clinique et notre psychologue, mais on a des petits conflits ou des conflits familiaux même à gérer, des contentieux, si vous me permettez l'expression. Mais les gens travaillent dans ces contextes-là. Vous parlez d'une approche globale intégrée. Oui. Que voulez-vous dire? Bon, ce qu'on appelle approche globale intégrée, c'est on prend soin de tous les aspects de la personne et de la maladie, tant l'aspect clinique, l'aspect familial, parce que si on veut accompagner quelqu'un jusqu'à son décès, ça prend des proches aidants. Donc, il faut travailler le proche aidant ou les proches aidants font partie du processus de soins. On tient compte aussi de l'aspect psychologique du malade et des proches aidants, parce que c'est bien important. On tient compte de l'aspect spirituel, parce qu'il y en a qui, la majorité des gens qui s'apprêtent à décéder, par exemple, vont se questionner par rapport à leur vie, vont se questionner par rapport à comment est-ce que leur vie s'est déroulée,
ils vont avoir plein de questions. Est-ce qu'ils sont croyants? S'ils sont croyants, ben c'est une approche qui est différente aussi. Donc, l'approche spirituelle est fondamentale aussi dans notre processus de soins. Et on tient compte aussi de l'aspect environnemental, parce qu'on n'est pas dans un établissement de santé, on est à la maison. Faut s'adapter à tout un environnement qui est bien différent de ce qu'il est lorsqu'on est en établissement de santé. Donc, l'approche globale intégrée tient compte de tous ces aspects-là, social, culturel, religieux, spirituel, clinique, psychologique, familial et social. Un accompagnement de gens en fin de vie qui doit marquer ceux qui aident ces gens-là aussi. J'imagine que un aidant, ça peut être également, parmi vos bénévoles, ne sont plus les mêmes après avoir vécu une telle expérience. Non, c'est des gens qui, même si on les a formés, même si notre personnel, l'infirmier qu'on a embauché, s'attend à traiter au plan clinique des personnes en fin de vie ou des personnes en soins palliatifs, des personnes dont le pronostic a été déclaré irréversible, pardon. Alors, ces gens-là reçoivent aussi des messages de leurs patients, reçoivent des messages aussi des proches aidants et reçoivent des messages de grande philosophie de vie parfois, de grande spiritualité, reçoivent aussi des messages de douleur, des messages de contrainte, des messages d'approche de la mort, de peur, d'angoisse, de colère, de déni, tout ce que vous voulez, mais les gens qui travaillent chez nous apprennent quasiment autant qu'ils peuvent livrer de services, qu'ils peuvent donner de services. Vous en sortent grandis. Hein? Oui, et moi j'ai vu des infirmières arriver avec des messages extraordinaires, des messages de patients qui sont à 3 jours de leur mort et qui vont révéler des messages de grande philosophie de vie sur le rôle qu'ils ont joué dans la société. Je vois par contre aussi des infirmiers, des infirmières qui arrivent la larme à l'œil parce qu'ils ont pris soin de quelqu'un pendant parce que veut pas, Monsieur Riverain, il y a un attachement qui se crée, qu'il y ait un lien d'1 mois, 2 mois, 6 mois ou 1 an. Il reste que c'est très affectif, tout ça. Oui, il y a un attachement. Il y a un deuil aussi à faire pour l'aidant. Absolument. Il y a un attachement clinique, bien sûr, parce que le rôle premier est clinique. Il y a un attachement émotif ou affectif, parce que ces gens-là, écoute, quand ils traitent quelqu'un, la même personne, pendant 6 mois, il y a un degré d'attachement qui se crée, c'est bien entendu. Il y a aussi, oui, comme vous le dites, il y a des deuils que ces gens-là font quand... Et vous savez, le plus grand deuil que les gens font, la plus grande peine qu'ils ont, mes cliniciens, mes cliniciennes, c'est le sentiment d'échec parce qu'ils prennent ça personnel parfois, le sentiment d'échec quand le patient a voulu décéder à la maison et qu'il n'a pas pu. Pour des raisons cliniques, pour des raisons d'épuisement de ses proches. Il n'a pas pu réaliser son souhait. Et parfois, les gens, c'est ce qui les marque le plus dans tout le processus de soins. C'est qu'ils ont un sentiment d'avoir échoué par rapport à la volonté, par rapport au souhait du malade et de ses proches, parce que, comme je vous le disais, pour des raisons X, on a dû le transférer. Alors ça, les gens le vivent et ils trouvent ça triste parce qu'ils sont là, eux autres. Nous, notre mission, c'est d'accompagner jusqu'à la mort autant que faire se peut. Et si on réussit pas, ben les gens vivent un petit peu un sentiment d'échec. Est-ce que vous acceptez les legs testamentaires? Oui, on accepte les legs testamentaires. On est financé d'ailleurs à hauteur de à peu près 60 à 65% par l'État. Et le reste, c'est des dons privés. Soit que ce soit des fondations, soit que ce soit des communautés religieuses, soit que ce soit des corporations qui nous font des dons, soit que ce soit des familles qui nous font des legs ou qui nous font des dons, des gens qui décèdent nous font, soit que ce soit aussi par le biais d'assurance vie, etc. Et on a même notre propre fondation qui se finance à partir d'activités spécifiques, comme on a un concert, par exemple, le 13 mai prochain, dont on espère amasser, par le biais duquel on espère amasser 500 000 $ et qui va aller directement aux soins. Monsieur Bérard-Riverain, pour rejoindre votre société, vous avez votre site? Oui, nous avons notre site qui est en révision actuellement parce qu'il est un petit peu vétuste, mais on est en train de le réviser, de le rajeunir, si vous me permettez l'expression. Et il y a toujours nos numéros de téléphone auxquels les gens peuvent s'adresser. 514-272-3168. Et vous avez accès direct ou 272-7200. 7200. Oui. Et ça couvre le territoire, vous me disiez, Montréal. Montréal, Laval et une partie de la Rive-Sud.
Monsieur Bérard-Riverain, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, M. Pelletier. Merci de m'avoir invité.